Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Emmanuel Macron vient d'arriver en Nouvelle-Calédonie près de 10 jours après le début des émeutes en réponse à la réforme du corps électoral sur l'île. 10 jours d'émeutes et de barricades qui ont poussé les écoles à la fermeture et laissant les écoliers dans l'errance. On fait le point dans le Grand JT dès la première partie de cette émission. Vous connaissez sûrement notre deuxième invité, mais connaissez-vous Réel Média, cette plateforme nouvelle dont il vient nous parler? Bernard de la Villardière est notre invité dans le Grand JT. Vous retrouverez ensuite Malika Ménard, enseignante d'écolier, et cette semaine, son invitée est l'actrice Charlotte Gassio. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité du jour avec Loïc Landreau. Bonsoir Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Situation toujours très préoccupante en Nouvelle-Calédonie. Plusieurs écoles ont été incendiées cette nuit et des milliers d'enfants sont confinés chez eux. 10 jours après le début des émeutes, Emmanuel Macron vient d'arriver sur place pour tenter de renouer le dialogue. Le bilan provisoire des dégâts est estimé à 1 milliard d'euros et c'est vrai que de métropole, on a peut-être un peu de mal à appréhender ce qui se passe concrètement dans l'archipel. Je voudrais donc vous faire écouter ce témoignage de Philippe Dunoyer. Il est député de Nouvelle-Calédonie et il était sur RTL ce matin. Depuis 10 jours, la Calédonie et notamment l'agglomération traverse une situation désastreuse, d'abord au plan humain, parce qu'il y a quand même 180 000 personnes qui sont prises en otage. Il faut aussi dire que les difficultés d'alimentation, les difficultés de soins sont chroniques, avec certaines personnes qui en sont même mortes. On n'a aucune liberté de circulation, les écoles sont fermées. Donc oui, il y a 10 000 émeutiers qui seront encore positionnés dans l'agglomération, même si les forces de l'ordre font un travail très compliqué. Donc on pourrait se dire, ça y est, il n'y a pas d'issue, mais je ne peux pas me résoudre à ça. Et c'est même le contraire. Je pense qu'au contraire, il y a une solution qui est d'ailleurs inspirée du triptyque qui correspond à l'histoire institutionnelle calédonienne, où par le dialogue, on doit parvenir à un consensus pour maintenir ou rétablir en ce qui nous concerne la paix. Donc ce déplacement, il doit nous permettre d'engager la première étape au travers de l'annonce d'une mission du dialogue. À savoir que les élèves sont au début de l'année scolaire là-bas. Ils sont rentrés le 12 février dernier. Des vacances sont prévues du 1er au 16 juin et les parents et les enseignants espèrent donc que la situation s'apaise rapidement, notamment pour préparer sereinement les adolescents au bac et au brevet qui sont prévus en octobre et en novembre prochain. Autre sujet, c'est désormais confirmé. Les groupes de niveau sont en cours d'élaboration partout en France et les professeurs des écoles sont appelés en renfort. Un vade-mecum publié hier par le ministère précise que les professeurs des écoles, mais aussi les directeurs d'établissements et les inspecteurs de l'éducation nationale seront mobilisés pour participer à la constitution de ces groupes de niveau. Ils seront réunis en conseil à l'initiative des principaux de collège. Ce vade-mecum précise également qu'il ne s'agit pas de créer des classes de niveau, mais bien des groupes sur des temps dédiés au sein de classes qui doivent rester absolument hétérogènes. La préparation commence donc concrètement pour une mise en place effective à la rentrée 2024. Direction Rouen maintenant, où des parents ont porté plainte contre l'enseignante de leur enfant scolarisée en classe de CE1. Le couple accuse la jeune femme de violences physiques et psychologiques sur leur fils de 8 ans. Dès le mois de septembre dernier, les parents constatent des changements dans le comportement de leur fils. Lui qui est d'habitude très enjoué, ne veut plus se réveiller pour aller à l'école. Il revient plusieurs fois avec le pantalon mouillé. Il dit régulièrement que sa maîtresse est méchante avec lui. Il n'arrive plus à rester seul. Et sa petite sœur de 4 ans doit même dormir avec lui pour le rassurer. Mais ce sont 3 événements qui vont décider le couple à porter plainte. D'abord, une oreille tirée alors que cet enfant bavardait avec un camarade. Une punition où l'enseignante l'a fait asseoir sur un banc sous la pluie. Et puis son placement au fond de la classe, tourné vers le mur. On va écouter le père de ce jeune garçon interrogé par nos confrères de France Bleu Normandie. Imaginez-vous un enfant de 8 ans qui est gentil, qui fait pas de vagues, qui ne répond pas, qui est poli. Et du jour au lendemain, il se retrouve au fond de la classe pendant 6 semaines. Il demande à la maîtresse qu'est-ce qui se passe, il ne le sait pas. La maîtresse ne lui dit rien. On ne se comporte pas
comme ça. On ne met pas un enfant au fond de la classe pendant 6 semaines sans l'interroger et en l'ostratisant de cette manière, en le montrant du doigt de cette manière, en lui faisant subir des brimades. Non. Quand vous confiez votre enfant à l'école de la République, vous faites confiance à des adultes, à des personnes qui sont censées être formées pour prendre soin de vos enfants. Cette femme ne doit plus se comporter comme ça vis-à-vis d'autres enfants, parce qu'on est en 2024, on est en France, et on ne fait pas subir un harcèlement psychologique et physique à un enfant, quel qu'il soit, a fortiori un enfant de 8 ans qui ne peut pas se défendre. Plusieurs rendez-vous ont été organisés avec l'enseignante qui a avoué les faits mais qui les a minimisés dans le même temps. La direction académique de la Seine-Maritime lui a adressé un premier rappel à l'ordre formel, mais depuis elle s'est mise en arrêt maladie, ce qui ralentit la procédure disciplinaire. Le jeune garçon a changé d'école au retour des vacances de printemps. Il va mieux, mais le CHU de Rouen lui a quand même prescrit un accompagnement psychologique de 6 mois. Au collège, cette fois, nouveau drame à Toulouse. Un élève a été poignardé par l'un de ses camarades en plein cours d'éducation physique et sportive. Oui, c'était aux environs de 10h30 hier matin. Un élève de 5e demande à aller aux toilettes et à son retour, l'enseignant remarque qu'il a du sang sur son t-shirt. Il l'envoie immédiatement à l'infirmerie où on constate une blessure au couteau. L'élève a immédiatement été emmené aux urgences. Ses jours ne sont pas en danger et l'agresseur présumé serait un autre adolescent scolarisé en 3e. Une cellule d'écoute a immédiatement été mise en place et une procédure disciplinaire engagée contre cet agresseur. Le président du conseil départemental a réagi sur X. Il a condamné un acte inacceptable et il a également précisé à nos confrères de France 3 Occitanie: la montée de la violence chez les jeunes, en particulier dans l'enceinte scolaire, doit nous alerter collectivement. Nous ne pouvons pas tolérer que l'école devienne un lieu d'insécurité quand elle doit être le lieu du savoir et du vivre ensemble. À Toulouse également, le lycée Saint-Cernin a été bloqué hier contre une manifestation pour la guerre à Gaza. Le rectorat essaie de minimiser le risque d'un nouvel embrasement à moins d'un mois du bac. Mostafa Fourar, le recteur de l'académie de Toulouse, s'est rendu sur place dès qu'il a eu vent de ce blocage. Il constate alors qu'une quinzaine d'élèves et d'adultes extérieurs à l'établissement empêchent effectivement la tenue des cours. Les élèves des classes préparatoires, eux, ont pu néanmoins passer les barrages et suivre une journée normale. Mostafa Fourar, interviewé par nos confrères de la Dépêche du Midi, qui ne veut pas céder à l'affolement. L'académie de Toulouse, frappée par des attentats il y a quelques années, est préparée à gérer ce type de situation avec le pôle civique. Nous faisons preuve de fermeté dans le traitement de ces affaires et surtout, il y a des interventions de nos spécialistes dans les établissements scolaires pour épauler les professeurs des établissements qui en ont besoin. Je rappelle que Saint-Cernin est un cas isolé, le seul dans l'académie. Il ne faut pas y accorder trop d'importance. On termine avec le salon Vivatech qui s'est ouvert ce matin à Paris, porte de Versailles. Et jusqu'au 25 mai, 2500 exposants venus de 146 pays sont rassemblés pour présenter leur toute nouvelle solution numérique et d'intelligence artificielle appliquée à différents domaines, dont évidemment l'éducation et la famille. Vous pourrez par exemple y découvrir Soft Kids. C'est une application internationale qui permet aux écoliers et collégiens d'augmenter leurs chances de réussite et leur niveau de bien-être en cultivant leurs compétences socio-comportementales. Ou alors, vous pourrez découvrir aussi l'application Stelki qui aide les enfants à développer leur sens des responsabilités en contribuant aux tâches quotidiennes, en prenant de bonnes habitudes comme se brosser les dents, s'habiller tout seul, faire ses devoirs, ranger leur chambre, etc. Une innovation conçue pour faciliter l'harmonie familiale. Et il y a également une cinquantaine de conférences, dont certaines évoqueront le futur de l'école. Et une équipe de School TV sera présente dès demain pour vous faire vivre ce salon comme si vous y étiez. Toutes les infos, c'est sur www.vivatechnologie.com. Merci beaucoup Loïc. Les cours ne reprendront pas avant le 24 mai minimum. Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, en proie aux barricades et aux émeutes, voit ses établissements scolaires à l'arrêt. Alors si certains élèves restent chez eux, confrontés aux images de chaos, d'autres montent sur les barricades et prennent part à la révolte. L'éducation en Nouvelle-Calédonie, on en parle tout de suite. Et je suis ravie d'accueillir Benjamin Morel. Bonjour.
Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Benjamin Morel. Vous êtes maître de conférence à l'université Panthéon-Assas. Vous vous intéressez évidemment à la question de la Nouvelle-Calédonie et à l'indépendance. Vous êtes indépendantiste de manière générale. La situation dans l'archipel du Pacifique, tendue depuis des mois maintenant, a explosé depuis, je crois, le 13 mai, faisant 5 morts et des dizaines de blessés maintenant. L'état d'urgence décrété par le gouvernement est désormais entré en vigueur. Est-ce qu'on peut rappeler de manière assez brève, mais pour pouvoir comprendre vraiment dans quelle situation on est, ce qui a mis le feu aux poudres, Benjamin Morel? Alors, ce qui met le feu aux poudres à l'origine, c'est un projet de loi qui vise à dégeler le corps électoral. Il faut bien comprendre qu'on est dans le cadre de la Nouvelle-Calédonie, dans le cadre d'un processus de décolonisation. Autrement dit, de manière très classique, dans les processus de décolonisation, entre le moment où vous décidez d'un référendum d'autodétermination et le moment où vous le tenez, eh bien, on tend à éviter la mise en place de ce qu'on appelle une colonisation de peuplement. Autrement dit, l'apport de nouvelles populations, notamment venues de métropole, qui viendraient perturber le corps électoral. Et donc, ce faisant, eh bien, on gèle temporairement le corps électoral. Le problème, c'est que là, il est gelé depuis très longtemps, ce qui pose tout un tas de problèmes, parce qu'on ne peut plus tenir d'élections aujourd'hui sans dégeler ce corps électoral. Le problème essentiel, c'est que ce corps électoral, le gel favorise plutôt les indépendantistes, bêtement parce qu'on a plus d'apport de population européenne depuis 1998, et donc le fait de dégeler déstabiliserait quelque peu les équilibres politiques dans l'archipel, ce dont ne veulent pas entendre les indépendantistes, d'où l'explosion de violence et d'où les difficultés actuelles d'un point de vue politique et d'un point de vue sécuritaire. Cela se passe au niveau de toutes les élections, ce ne sont que sur les élections territoriales que cela poserait vraiment question? Alors en fait, on a 3 corps électoraux, on avait 3 corps électoraux en Nouvelle-Calédonie. Un corps électoral national, on va dire les députés par exemple, qui là est le même que celui qu'on peut avoir en métropole ou partout ailleurs sur le territoire français. Tellement vous êtes installé, vous êtes inscrit, vous pouvez voter. Il y a un corps électoral propre au référendum, les 3 référendums d'autodétermination qui ont eu lieu, qui est restreint aux populations qui ont un intérêt à déterminer l'avenir de l'archipel. Et il y a un 3e corps électoral, c'est surtout celui dont on parle aujourd'hui, qui est le corps électoral qui peut être amené à voter aux élections provinciales, sachant que la Nouvelle-Calédonie est organisée selon un modèle particulier. Vous avez 3 provinces, les îles Loyauté, la province Nord, la province Sud, et à côté de ces 3 provinces, ou plutôt les chapeautants, vous avez le Congrès de Nouvelle-Calédonie. Pour voter à ces provinciales, pour voter pour le Congrès de Nouvelle-Calédonie, eh bien, vous devez faire partie de ces listes électorales-là, très restreintes, parce qu'elles ne sont ouvertes qu'aux électeurs de 1998 et à leurs descendants directs, c'est-à-dire à leurs enfants, pas à leurs petits-enfants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez y compris les petits-enfants de Kanak qui étaient électeurs en 1998 qui ne peuvent plus voter. Oui, donc forcément l'inquiétude des Kanaks qui pourrait être la réduction finalement de leur poids électoral dans les décisions prises. Alors la question du métissage justement est très importante lorsque l'on parle de la Nouvelle-Calédonie. On va faire un petit point. Les Kanaks, qui sont les habitants originels de l'île, je crois représentent 40%, il me semble, de la population, contre un quart à peu près des habitants de l'île qui sont d'origine dite européenne. Voilà ce qu'on appelle les caldoches. En fait, on voit ce terme qui revient très souvent dans l'actualité en ce moment, mais qui existe depuis bien longtemps maintenant. Ce sont les héritiers donc, des colons du 19e siècle. On les appelle aussi les métros, pour métropolitains, bien entendu. Cette cohabitation, est-ce qu'elle s'est faite naturellement ou elle continue de se faire, mais péniblement, et notamment à l'école et dans la jeunesse ? Elle continue à se faire, vous parliez de métissage, et en effet, c'est quelque chose qui est un vrai point de transformation par rapport aux années 1980. C'est la première grande crise en Nouvelle-Calédonie, c'est 84-88. Ça débouche sur les accords dits de Matignon-Dino qui mettent en place les bases du régime actuel. À l'époque, on a très peu de métissage. Aujourd'hui, on a 20% de la population environ qui est métisse, et donc ça change quelque peu la donne. C'est-à-dire que une indépendance sèche aujourd'hui serait probablement beaucoup plus déchirante pour une partie de la population qui vit en fait un peu dans les deux cultures et vit pour également une partie en métropole. On a également une présence d'une communauté kanak beaucoup plus importante en métropole. Donc ce sont des liens qui se sont resserrés paradoxalement durant ces 36 dernières années, 88-2024, et qui en même temps restent toujours très problématiques. C'est-à-dire que même si on a un resserrement des relations sociales,
Nouméa, par exemple, qui avant était la ville européenne par excellence, aujourd'hui est une ville très mélangée, eh bien, on a quand même une polarisation politique qui demeure entre loyalistes qui veulent une pleine intégration à la République, alors que pour l'instant le statut est un statut encore colonial, et de l'autre côté des indépendantistes qui veulent une indépendance, une pleine souveraineté, donc hors giron français. Donc vous voyez qu'il y a un rapprochement des sociétés, mais il n'y a pas forcément un rapprochement des points de vue du problème. Alors Mathias Chauchat, conseiller du FLNKS et professeur à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, expliquait sur France Culture, c'était le 16 mai dernier, que ces jeunes Kanaks se sentent déclassés. Et même pas se sentent d'ailleurs, ses propos exacts, c'est qu'ils sont déclassés. Est-ce que la disparité des classes sociales saute aux yeux? Est-ce que c'est une réalité qui est vécue au quotidien? Alors c'est une réalité en effet, c'est-à-dire que, et c'est d'autant plus une réalité que vous avez déjà une réalité provinciale qui est très claire, hein, c'est-à-dire que vous avez une province plus riche que l'autre, la province sud par rapport à la province nord, et ensuite ce qui faisait la richesse des populations kanaks, c'est notamment la concentration des mines de nickel, plutôt dans le nord. Or ces mines de nickel sont aujourd'hui en crise économique profonde, autrement dit, eh bien, vous avez une population kanak qui en règle générale est dans des conditions économiques plus défavorables, qui se retrouve encore plus défavorisée par cette nouvelle situation politico-économique. Il poursuit, alors on voit que vous avez plein d'étudiants derrière vous, hein. Vous êtes effectivement, je le rappelle, maître de conférence à l'université de Panthéon-Assas. Continuons, poursuivons justement sur cette problématique effectivement rencontrée, et plus qu'une problématique, hein, ce drame aujourd'hui que vivent effectivement la population en Nouvelle-Calédonie. Les Kanaks voient, et il le dit, hein, ce Mathias Chauchat, donc conseiller du FLNKS et professeur, je le rappelle, à l'université de la Nouvelle-Calédonie, voient effectivement les Européens arriver sur l'île et prendre, je cite, leur emploi. Est-ce qu'il n'y a aucune égalité des chances face au monde du travail sur ce territoire? Alors, il ne faut pas non plus tout à fait exagérer ça, ne serait-ce parce que vous avez des conditions d'accès à l'emploi qui sont particulières en Nouvelle-Calédonie. Et donc, notamment dans la fonction publique, il n'est pas forcément évident de s'y faire muter quand vous êtes justement un métro, c'est-à-dire pas un caldoche, c'est-à-dire quelqu'un qui vient réellement de la métropole. Donc, la situation, en effet, est loin d'être aussi simpliste. Mais pendant très longtemps, ce qui faisait encore une fois la ressource économique principale, y compris en emploi, c'était les grandes usines de nickel. Or aujourd'hui, ces usines de nickel et l'économie qu'elles pouvaient irriguer, hein, c'est-à-dire que pour un emploi perdu dans le nickel, vous en avez 5 qui sont perdus dans l'économie globale. Eh bien, cette économie-là aujourd'hui est malade. Elle est en pleine recomposition. On a du mal aujourd'hui à voir un débouché à cette crise économique profonde, hein. Certes, la loi dont on a parlé, la loi constitutionnelle sur le mode de suffrage, a pu jouer un rôle important dans l'explosion qu'on connaît actuellement. Mais l'échec du pacte nickel, qui était un texte qui devait permettre justement de tenter péniblement de relancer l'industrie du nickel, est également l'une des causes de cette explosion. Quand vous regardez aujourd'hui le profil des jeunes qui se révoltent en Nouvelle-Calédonie, vous avez des profils qui sont des profils économiques et sociaux assez complexes. Souvent des gens qui justement sont d'abord des victimes de cette crise économique. J'entends, hein, ceci de crise économique évidemment et de la victimisation, enfin, c'est ce statut plutôt de victime effectivement pensé et ressenti côté kanak. Mais est-ce que réellement ce métissage dont on pourrait penser que c'est une chance justement et une force pour l'archipel, est-ce qu'aujourd'hui il est vécu comme justement une difficulté, notamment, je disais, pour l'emploi ou pour la vie de tous les jours? Alors c'est vu comme une difficulté, oui et non, c'est-à-dire qu'encore une fois, le poumon économique de l'île, il est double. Vous avez d'un côté Nouméa, qui est le poumon économique traditionnel, et vous avez les usines de nickel. Les usines de nickel favorisent plutôt la population kanak, évidemment. Nouméa, en revanche, eh bien, comme toute grande ville, poumon économique, attire différents types de populations, et c'est là que s'est réalisé le métissage. Donc c'est une voie d'opportunité, vous voyez, mais souvent ceux qui sont arrivés à Nouméa, les kanaks qui sont arrivés à Nouméa, eh bien, sont arrivés comme main-d'œuvre dans des situations économiques de sous-emploi.
Et donc vous avez une inégalité qui est une inégalité liée également à cette présence de population qui va être une présence de population venue à la ville pour travailler, mais en même temps étant en condition de sous-emploi ou de mauvais emploi. Donc en effet, vous avez des inégalités qui sont là-dessus très très profondes. Mais encore une fois, qui ne sont pas décrochages, qui ne sont pas à décrocher de vraiment cette inertie. Je crois qu'on ne se fait pas idée depuis une semaine que l'on débat de ce sujet, de l'effondrement économique qui est celui de la Nouvelle-Calédonie. C'est vraiment l'un des éléments qu'il faut bien avoir en tête pour comprendre pourquoi les politiques qui étaient les politiques d'intégration, les politiques qui étaient les politiques d'ascension sociale dans l'archipel, aujourd'hui, en quelques années, sont tombées complètement en désuétude. Un effondrement absolument terrible. Hier, 2 écoles incendiées, une pillée, des collèges et des lycées qui sont tous fermés jusqu'au vendredi 24 minimum. Après, peut-être une réouverture. Les écoles primaires, en revanche, il y a une petite disparité entre le nord et le sud, il me semble. Je crois qu'effectivement, les écoles sont fermées au sud et pas toujours au nord. Tout dépendra effectivement de ce que décide le chef d'établissement. Est-ce que vous avez d'autres informations à ce sujet? Est-ce que les enfants sont plutôt demandés à rester confinés chez eux ou est-ce que certains décident quand même de prendre le chemin de l'école? La grande différence par rapport aux événements de 84-88, c'est qu'on a quand même une crise qui là se concentre sur Nouméa et sur la banlieue de Nouméa. Et donc, ce faisant, il est cohérent de fermer les écoles dans le sud. On a eu plusieurs écoles incendiées, on a une fragilité et une fragilisation des relations sociales et tout bêtement de la sécurité publique dans le Grand Nouméa. Et donc, en effet, là, on a une fermeture qui est une fermeture sèche ailleurs. Ça ne se justifie pas forcément. Et il peut y avoir des tensions qui remontent, d'où des fermetures qui seraient des fermetures locales. Donc en fait, le principe, si vous voulez, est de l'état d'urgence et de la police administrative en la matière, c'est de pouvoir fermer là où c'est utile. Et le chef d'établissement, souvent, est celui qui est le plus à même de jauger les tensions qui peuvent être présentes dans l'établissement et autour de l'établissement, d'où le fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de règles tout à fait unanimes et uniques. On sait juste qu'à Nouméa, en effet, la fermeture s'impose de facto. Est-ce qu'on assiste à une jeunesse qui s'affronte? Est-ce que c'est ce que vous savez et ressentez au travers de toutes les informations que vous avez? Alors c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire que oui, c'est à la fois une jeunesse qui est beaucoup plus ouverte que ses aînés. Encore une fois, on a un vrai décloisonnement social en Nouvelle-Calédonie par rapport à ce qu'on peut connaître dans les années 80. On l'a dit, beaucoup de métis, beaucoup sont des jeunes. Et en même temps, on voit que ce sont les jeunes qui montrent une forme de radicalité. Il faut comprendre ce qui s'est passé d'un point de vue politique. Les partis indépendantistes lancent un mouvement contre la réforme constitutionnelle et créent des organisations de coordination qui vont mobiliser des jeunes. Mais ces organisations de coordination ont perdu le contrôle des jeunes indépendantistes qu'elles ont mobilisés. Et donc aujourd'hui, une partie de cette jeunesse indépendantiste, beaucoup plus radicale que ses aînés, ne veut pas rentrer dans un processus de négociation qui est voulu par les partis indépendantistes qui ont évidemment tout intérêt. Donc aujourd'hui, on a vraiment ce paradoxe, une société plus intégrée en Nouvelle-Calédonie, le développement d'un esprit dit calédonien, c'est-à-dire qui unit Kanak et Caldoche, et en même temps, malgré ça, une polarisation politique d'autant plus forte dans la jeunesse, ce qui potentiellement rend tout ça encore plus explosif. Et qui ressort bien sûr dans les médias, notamment dans les réseaux sociaux. La semaine dernière, le Premier ministre Gabriel Attal a interdit l'utilisation de TikTok sur l'archipel. Est-ce que c'est une mesure qui fait polémique? Est-ce que réellement elle est respectée? Comment réagissent les jeunes? Alors l'interdiction, il faut voir qu'elle est purement conjoncturelle. Déjà, juridiquement, il va falloir voir si elle tient à long terme, c'est pas évident. Et puis deuxièmement, elle devait permettre de briser des capacités de mobilisation de certains groupes de jeunes, notamment via TikTok, sur lequel on ne contrôle pas vraiment ce que peut faire la plateforme, et via Snapchat, avec lequel on a de meilleures relations, qu'on est capable quand même de maîtriser pour qu'ils ne servent pas justement à organiser notamment des guet-apens contre la police. Et donc, ce faisant, il était important de contrôler ces applications. Ce que ça veut dire, c'est que pour la jeunesse aujourd'hui, vous avez, et on l'a vu notamment lors des émeutes en banlieue précédemment, vous avez des applications qui permettent de se coordonner rapidement, d'agir de façon efficace contre les forces de l'ordre. Et face à ça, pour l'instant, à part la coopération avec les plateformes qui est à géométrie variable, on n'a comme instrument que
l'interdiction, sachant que cette interdiction était possible en Nouvelle-Calédonie, parce qu'on n'est pas dans le cadre de l'Union européenne. La Nouvelle-Calédonie n'est pas dans l'Union européenne, on n'y applique pas le droit européen, donc on peut l'interdire. Il n'est pas certain, en revanche, que ça aurait été possible en métropole, par exemple. On parlait de disparité sociale, on parlait de déclassement en début d'échange, Benjamin Morel. Concernant les disparités sociales, justement, l'INSEE dit que 46% des Kanaks n'auraient comme seul diplôme que le brevet, contrairement aux élèves européens dont le chiffre, en tout cas d'origine européenne, dont le chiffre est estimé à 11%. Comment l'expliquer ? Alors on est face à un phénomène, je dirais, qui est à la fois particulièrement aigu et en même temps très classique, qui est lié à la fois à un déclassement social originel, dont on a déjà pu parler, et en même temps à une difficulté également pour certains, pour beaucoup, à quitter le cadre traditionnel du village, de la famille, qui ferait que les études à un niveau un peu supérieur impliquerait d'aller à minima à Nouméa. Donc là, on a quand même des difficultés aujourd'hui à construire également une élite économique et sociale kanak qui permettrait justement de rééquilibrer les équilibres économiques. Il y a des facteurs traditionnels, il y a des facteurs socio-économiques sur lesquels l'État tente de lutter, parce que l'État investit quand même beaucoup sur la Nouvelle-Calédonie, eu égard à la situation par rapport à certains DROM, départements ou régions d'outre-mer, ou certaines collectivités d'outre-mer à proximité. On a un investissement financier relativement important, mais malgré tout, on n'est pas parvenu encore à passer ça. La barrière de la langue n'en est pas une, c'est-à-dire qu'il y a quand même une diffusion assez forte du français. On a plutôt un problème de communication du kanak dans les familles, sachant que le kanak sert peu dans la vie économique et connaît un taux de transmission intrafamiliale qui n'est pas non plus tout à fait mirifique. Donc l'accès à la langue française n'est pas du tout un problème dans ce territoire. Espérons en tout cas que la venue du président de la République apaise les tensions sur place et fasse changer un peu la donne. Merci beaucoup Benjamin Morel d'avoir été avec nous sur le Grand JT. Vous étiez en Skype, entouré de beaucoup d'élèves, on le voit. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'université Panthéon-Assas et donc spécialiste aussi des questions en Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel. Merci. On va marquer une courte pause, on se retrouve tout de suite. Ils œuvrent aux quatre coins du pays pour faire bouger les lignes et casser les codes de l'éducation. Qui sont ces entrepreneurs, ces collectivités et ces citoyens qui inventent et imaginent l'école de demain? On part à leur rencontre tous les jours et on les met à l'honneur dans l'école du futur du lundi au vendredi avec une bande de chroniqueuses et de chroniqueurs qui ont toutes et tous une idée derrière la tech. Et puis cette année aussi, je vais vous emmener faire un tour de France de ces initiatives positives et novatrices. Vous allez voir, inspiration garantie. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Bernard de la Villardière. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous Bernard, journaliste, producteur, ultra doué, président fondateur de Réel Média. Et on va en parler justement de Réel Média. Pourquoi avoir eu cette idée, cette motivation de créer Réel Média? Bien parce que je fais de la télé et que ça fait quelque temps, une quinzaine d'années, que je vois que les pure players vidéo sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur les réseaux sociaux fonctionnent bien. Donc j'ai suivi l'aventure de Brut, puis de Combini, puis de Loopsider. Et je me suis dit, il y a de la place pour créer un autre média avec un angle éditorial un peu plus resserré, un peu différent par rapport aux autres, plus positif, plus tourné vers l'avenir, vers l'innovation, vers l'engagement, vers la solidarité. Et avec objectif de s'adresser aux jeunes, beaucoup plus que ne le fait la télé, hélas, aujourd'hui. Même si Enquête Exclusive, j'ai la chance d'être à la tête d'Enquête Exclusive et de produire en partie et de présenter cette émission. Et on fait d'excellents scores chez les 15-35 ans, ce qui montre que les jeunes ont un appétit pour ce qui se passe ailleurs, pour d'autres modèles, pour d'autres expériences, pour d'autres... Pas l'image qu'on a d'eux, en fait, dépressifs, qui s'intéressent à rien, etc. Au contraire, bien plus engagés qu'on le dit, et bien plus présents sur le système. Alors, plein de choses intéressantes dans ce que vous venez de dire, notamment sur la ligne éditoriale de Réel Média. Et je l'ai lu, vous dites, c'est militant, mais pas fondamentaliste. Pourquoi avoir voulu, justement, préciser, apporter cette nuance ?
Parce qu'on est dans une époque d'hystérisation de toutes les idées, des idéologies, etc., et notamment sur la problématique concernant le sort de la planète, c'est-à-dire qu'on veut être radical dans les mesures extrêmes, adopter des mesures extrémistes, et je ne pense pas que c'est ça qui sauvera la planète. D'abord, d'ailleurs, ce n'est pas la planète qu'il faut sauver, c'est l'humanité tout entière, et elle est aujourd'hui évidemment guettée par les risques de guerre et de conflits intercontinentaux. Ça, c'est un vrai sujet d'ailleurs qu'on traite aussi, qu'on va traiter dans Réel Média au fur et à mesure que ce média va se développer. Donc l'envie, c'est ça, c'est de traiter de l'actualité, pas avec des lunettes roses, mais avec des lunettes plus positives, en mettant en exergue tous ceux qui se battent pour changer la réalité, la transformer, l'améliorer. Oui, c'est ce qui m'a frappé aussi. Vous mettez beaucoup en avant la richesse humaine et l'impact des actions citoyennes, en fait. Une manière de rappeler que finalement, les citoyens sont vraiment acteurs du changement de la société aujourd'hui. Ça se ressent dans Réel Média. Nous sommes tous acteurs du changement. C'était aussi une des baselines de Réel Média. Au tout départ, c'était ça. D'ailleurs, nous sommes tous acteurs du changement. Ça a changé ? Donc, prenez votre part. Oui, parce qu'on l'a fait évoluer. Aujourd'hui, comme on vise et on voudrait être un média encore plus généraliste, on a trouvé ce slogan que j'aime beaucoup, « Laissez-vous surprendre par le réel ». Et c'est en fait un peu ce que je vis dans ma carrière journalistique depuis près de 40 ans maintenant. Et c'est ce que j'aime, c'est le terrain, parce que c'est en allant sur le terrain, en rencontrant les gens tels qu'ils vivent, tels qu'ils se battent, tels qu'ils tentent de transformer et d'améliorer leur quotidien ou de transformer le monde, qu'on voit à quel point tout ça est complexe et à quel point ce qui fait vivre, ce qui fait fonctionner l'humanité, c'est justement l'engagement et le travail. Encore une valeur d'ailleurs qui est en crise dans notre société. Et c'est vrai que vous êtes regardé par des lycéens, des collégiens, etc. Et là, qui risque d'être à rebours du discours de l'époque. Travailler, parce que travailler, et c'est assez étonnant, parce que dans notre civilisation judéo-chrétienne, c'est par le travail qu'on se sort de la gangue, de la condition humaine, que l'on essaye de transformer sa vie et celle des autres, et qu'on trouve un peu de rédemption par rapport à la souffrance, au deuil, à la mort, puisque toute vie, finalement, on sait qu'elle se conclut par un échec, c'est la mort. Mais un échec, c'est votre perception. Moi, je n'ai pas cette perception-là, oui, mais je comprends ce que vous voulez dire. Un échec sur le plan humain. Le fait de ne pas survivre, finalement. Y a-t-il une vie après la mort? Je le souhaite, comme beaucoup de gens. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est la trajectoire. Si vous connaissez, c'est le rocher de Sisyphe, c'est le mythe de Sisyphe de Albert Camus. C'est-à-dire qu'on pousse son rocher et on sait qu'on risque évidemment de l'amener au haut de la montagne et qu'il va redégringoler de l'autre côté, mais ce qui est intéressant, c'est de pousser le rocher. Et alors oui, justement, pousser le rocher, et pour recentrer cette question par rapport au travail et à l'image qu'en ont les jeunes, quelle est votre perception aujourd'hui ? C'est par le travail encore une fois, qu'on construit sa vie. Ils en ont conscience. Ouais, je suis pas sûr. Pas tous. Non, je vais pas jouer au vieux con qui caricature la jeunesse. Hein. Non, parce que vous ne l'êtes pas. On se connaît par ailleurs, on a travaillé sur la même chaîne ensemble. Oui. Donc on le sait, non, au contraire. Et puis justement, vous allez sur le terrain. D'abord, on a une rédaction d'une quinzaine de journalistes qui nous montrent tous les jours que voilà, ils bossent et ils s'engagent et ils adorent ce qu'ils font. Mais est-ce que c'est la perception justement du travail et la manière dont on aborde les choses qui est nuancée et qui est différente aujourd'hui ? Oui, sans doute. Oui, ça, on le perçoit comme... Non, mais c'était déjà le cas à mon époque. Hein. Le travail, c'était l'exploitation de l'homme par l'homme, c'était se dégrader, c'était être soumis, c'était en quelque sorte prêter ses bras pour la fortune de quelqu'un d'autre, etc. Alors que ce qui est intéressant, c'est pas... et j'ai la chance d'ailleurs de faire un métier où très vite, je me suis aperçu que ce que j'avais dans le bulletin de paie, finalement, à la fin du mois, c'était comme un surplus par rapport au bonheur que je trouvais à travailler. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui font des métiers difficiles et mal payés, mais qui sont habités, dévorés par la passion de ce qu'ils font. Bien sûr. C'est ça qui est extraordinaire. Et on le voit beaucoup, vous l'imaginez, sur School TV avec tous les enseignants que l'on reçoit ici. Mais les enseignants, c'est un très bon exemple. C'est vrai qu'on a tendance souvent, à travers les syndicats, etc., les revendications, l'éducation nationale, ce mammouth qu'on n'arrive pas à réformer. C'est un discours qu'on entend depuis 30-40 ans. Moi, j'ai eu des enfants qui ont été à l'école. Et les professeurs, les maîtres, les instituteurs font un travail remarquable pour la plupart. Ils ont un sens de l'engagement tout à fait incroyable. Alors cette plateforme Réel Média dont on parle depuis tout à l'heure a un succès fou. Elle est née quand ?
Parce que 400 000 visiteurs par jour, c'est quand même pas mal. Un peu plus d'un an, on a 300 millions de vues, on a fabriqué plus de 1000 vidéos, alors à la fois des face caméra, comme on dit, c'est-à-dire des interviews face caméra, également des reportages, c'est ce qui nous distingue d'autres médias similaires, pas bruts, parce qu'ils font aussi du reportage, mais par rapport à Combini, par rapport à Loopsider, on fait beaucoup de contenu propre, on envoie nos équipes sur le terrain. Alors c'est une aventure qui ne fait que commencer. Pour l'instant, on essaye d'être vigilant, parce que vous savez, on a un modèle économique qui est fragile, parce qu'on repose sur le brand content, c'est-à-dire que 5 à 10% de nos contenus, 10%, peut-être 15% à l'avenir, ce sont des marques qui vont venir chez nous pour parler et on va les aider à exprimer la manière dont ils s'engagent dans le monde moderne, à la fois sur les problématiques RSE, la responsabilité sociale, mais aussi environnementale des entreprises, etc. La marque employeur, faire découvrir aux jeunes de nouveaux métiers, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de recrutement chez les boîtes. Je viens du salon de Vivatech. Bien sûr. J'engage d'ailleurs. Aujourd'hui, oui. C'est aujourd'hui et c'est demain, c'est jusqu'à la fin de la semaine d'ailleurs. Et donc j'engage les lycéens, les collégiens, les étudiants à aller à Vivatech. Et les parents aussi même. Oui, absolument. Il y y a des start-up fabuleuses. Mais vous venez de parler de brand content, c'est assez intéressant parce que effectivement, dans peut-être la pensée commune, on imagine que le journalisme et le brand content ne peuvent pas être liés, ne peuvent pas se marier, en tout cas faire bon mariage. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Non, c'est faux, parce que, encore une fois, nous, notre ligne éditoriale, c'est ça, c'est l'innovation, l'engagement, la solidarité. Donc, quand on va chercher une marque, ou quand elle vient nous voir pour notre petite... cette ligne éditoriale qu'on a créée, et cet univers qu'on a créé, qui est bienveillant et qui reste dans cette ligne de conduite, de mettre en exergue l'innovation, etc. Mais en entière liberté, donc, de ton, de contenu ? Oui, c'est-à-dire que la marque nous dit, par exemple, l'Occitane, on a travaillé avec l'Occitane, on les a aidés à mettre en valeur sur les réseaux sociaux, à travers Réel Média, ce qu'ils font pour préserver les techniques locales agricoles, pour mettre en valeur certains métiers, pour avoir des process de production agricole plus vertueux, plus protecteur de la nature et des sols. Et donc ça, c'est complètement dans notre ligne éditoriale. Et puis j'ai coutume de dire aujourd'hui qu'en fait, autrefois, quand on faisait de la communication, il y a 40, 50 ans, on faisait de la propagande, on faisait de la com. Et aujourd'hui, la com, ça rejoint l'info, les valeurs de la com. C'est-à-dire que quand vous êtes une grande marque, vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi. Parce que sinon, vous êtes tout de suite bâché sur les réseaux sociaux. Oui, la transparence et l'authenticité et la véracité de ce que vous racontez. Et puis vous, Bernard de la Billardière, vous portez effectivement cette image-là, cette marque-là de fabrique depuis toujours, notamment sur la chaîne M6, au travers de votre émission. C'est-à-dire que l'idée de pouvoir montrer ce qui se passe, de la réalité du terrain, ça s'appelle Réel Média. Donc vous êtes là aussi pour montrer ce qui se passe. Oui. Donc vous arrivez à distinguer, à avoir cette transparence justement de l'information, même si on parle de brand content. Oui, et puis l'entreprise, c'est la vie. L'entreprise, ce sont des hommes et des femmes. C'est vrai qu'on tape à bras raccourcis sur Engie, sur Veolia, sur Total, sur ADP, enfin je parle des boîtes que j'ai vues tout à l'heure chez Vivatech, ils font un travail en matière d'innovation qui est assez extraordinaire. Et ces entreprises, ce sont des hommes, ce ne sont pas que des comptes en banque et des cours de bourse. Total, c'est plus de 100 000, je ne sais plus d'ailleurs, 100 ou 120 000 personnes à travers le monde. Voilà, donc c'est des entreprises qui vivent et qui sont réformées de l'intérieur par les salariés. Parce qu'aujourd'hui, ces boîtes, elles sont obligées d'être vertueuses, notamment sur le plan environnemental, parce que si elles veulent attirer les jeunes diplômés et les meilleurs d'entre eux, eh bien, il faut qu'elles montrent des gages. Alors justement, c'est effectivement un sujet aussi très intéressant qui est donc l'écologie, la RSE de manière générale. C'est vrai que le sujet principal des jeunes, notamment pour la présidentielle, était l'écologie, le développement durable et ce que l'on va faire de notre fameuse planète. Est-ce que aussi c'est un sujet que vous traitez en particulier ou en priorité sur Réel Média ? Oui, bien sûr, mais à travers le travail d'artisan, on a fait notamment un reportage récemment sur un garçon, un artisan, qui recycle des pneus pour en faire des ceintures. On a fait le premier vélo électrique sans batterie. On a fait des choses de ce genre, voilà, et on met en exergue justement l'innovation, mais même à titre individuel, des gens qui, dans leur atelier, inventent le monde de demain. Le vélo électrique, pardon, mais sans batterie, c'est solaire ?
C'est quoi? C'est alors là, je vous pose une colle. On regardera Real Média pour pouvoir scientifier et comprendre ce qui se passe. C'est une batterie effectivement qui se recharge au fur et à mesure. Énergie solaire, ok, d'accord. Le format qui justement marche et qui vous fait vous distinguer des autres que vous avez cités, peut-être que c'est un format entièrement vidéo, c'est ça, de 2 à 7 minutes? Oui, c'est ça, c'est de la vidéo, c'est comme Brut et Combini. Alors évidemment, il y a du texte aussi en dessous, hein, et on va développer également la partie texte à travers un site internet qu'on va créer. Mais l'idée, c'est de devenir un peu un média de référence dans ce monde-là. Et puis aussi des sujets peut-être qui sont un peu sous-représentés dans les médias dits traditionnels et que vous avez à cœur de traiter dans Real Média? Oui, notamment les questions de solidarité. C'est pour ça qu'on a travaillé avec la Fondation de France, on a travaillé avec les apprentis d'Auteuil, notamment on a raconté un peu ce que faisaient les éducateurs, ce que faisaient les intervenants sociaux au sein des apprentis d'Auteuil pour les aider précisément à exister et à recruter chez les jeunes. Il y a un gros travail de pédagogie, en fait, de décryptage, de pédagogie et de valorisation de ce que l'être humain peut faire de formidable. C'est ça, c'est pas très loin de ce que je fais dans Enquête exclusive. On dit souvent Enquête exclusive, je le dis moi-même d'ailleurs en caricaturant l'émission, qu'on a mauvais esprit, parce que quand on va dans un pays, évidemment, on s'intéresse à ce qui ne fonctionne pas. C'est les trains qui arrivent à l'heure et qui n'arrivent pas à l'heure, c'est la fameuse phrase. Ça. Voilà, c'est ça. Mais quand on dénonce ces trains qui n'arrivent pas à l'heure, on s'intéresse aussi à tous ceux qui font en sorte qu'ils arrivent à l'heure. Disons qu'en tout cas, ce dont j'ai l'impression avec cet échange et puis ce que j'ai vu sur Real Média, c'est que vous vous intéressez effectivement à l'humain et donc au travers des vidéos et de l'humain, on arrive à comprendre ce qui se passe dans notre société. La société aussi, et on en parle beaucoup, ce sont les fake news. Fake news, la désinformation, la mésinformation. On est tous confrontés à ça, journalistes que l'on est bien entendu, mais aussi quand on est parents, grands-parents ou plus jeunes. Comment vous faites? Quelles initiatives vous avez mis en place avec Real Média pour justement lutter et informer contre les fake news? On est un peu l'antidote aux fake news. Après, on fait extrêmement attention, on recoupe l'information et on essaye de l'expliquer, de la raconter et réconcilier les jeunes avec le monde qui les entoure. Ce qui se passe souvent, c'est que les fake news, elles participent justement de cette espèce de... Enfin, on parle de soft power, mais c'est du hard power, c'est du sharp power même, c'est assez violent. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux, il y a des pure players vidéo. Je pense notamment à AJ+, qui est la chaîne du Qatar sur les réseaux sociaux, et qui fait beaucoup de fake news et beaucoup d'instrumentalisation. Et ça, c'est un des vrais sujets sur les réseaux sociaux. On a vu récemment que le gouvernement a interdit TikTok en Nouvelle-Calédonie. Je crois savoir qu'aux États-Unis, d'ailleurs, les autorités américaines ont demandé à TikTok de changer d'actionnaire pour pouvoir, si elles veulent continuer et à ne pas être 100% chinois, si elles veulent continuer à travailler sur le territoire américain et à être diffusées sur le territoire américain. Vous allez enquêter sur ce sujet, justement diffusé sur Real Média, pour savoir ce qu'il en est? Non, c'est pas un sujet qu'on a traité dans Real Média, mais dans Enquête exclusive bientôt. Peut-être dans Enquête exclusive, oui, on fait un film sur le soft power chinois qui va être diffusé bientôt. En effet, donc on s'intéresse évidemment beaucoup à TikTok, même si TikTok aujourd'hui, c'est un de nos diffuseurs. Et c'est un des diffuseurs de Real Média, mais pour nous, c'est un contrepoison par rapport à ce qui peut exister par ailleurs. L'équipe, un dernier mot sur Real Média. L'équipe, vous nous en avez parlé, une équipe constituée essentiellement de jeunes. Qu'est-ce qui les a motivés pour vous rejoindre? Il faudrait leur demander. Je crois que... Ils sont très bien payés. Non, mais c'est surtout le fait qu'on ait un nouveau média qui sont contents d'avoir ce parcours avec nous et qu'il y ait une bonne ambiance. En fait, je fais en sorte, et dans toutes les boîtes que j'ai créées, j'ai essayé de recréer une famille autour de moi et de déléguer et de prendre le stress sur mon dos plutôt que de le faire vivre à mes salariés. Et je crois que c'est le vrai sens du travail de patron aujourd'hui, c'est de reprendre le stress et de donner de la confiance et de donner de l'envie de réussir aux gens qui travaillent autour de nous. Et donc il y a une très bonne ambiance et vraiment ça me fait plaisir parce que cette ambiance c'est aussi le souhait de recréer une bande comme j'ai créé autour d'Enquête exclusive où aujourd'hui à l'âge que j'ai ma carrière est un peu derrière moi, mais une de mes satisfactions c'est que je travaille avec des gens que j'aime, que j'apprécie et en qui j'ai toute confiance. Un impact sur tous les publics intergénérationnels, on est d'accord? Real Média, bien sûr. Enquête exclusive aussi.
Bernard de la Villardière, merci beaucoup d'être venu sur le plateau Merci du Grand à vous. JT. J'étais ravie de vous Merci, recevoir, ravie de vous retrouver après ces années à M6. Merci bien sûr de nous avoir parlé de Réel Média. Évidemment, on s'abonne sur Réel Média, sinon ça ne marche pas. Classique. Voilà, vous savez, tout de suite, vous allez sur la plateforme, on s'abonne, c'est gratuit. C'est gratuit, bien évidemment. Voilà, hyper simple. Merci beaucoup d'être venu sur le Grand JT. On va retrouver tout de suite Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier et cette semaine son invitée, l'actrice Charlotte Gassio. Aujourd'hui, tu es comédienne, mais est-ce que plus jeune, il y avait un autre métier qui te faisait rêver ou que tu envisageais de faire? J'ai toujours eu envie de faire l'andouille devant les gens, quoi. Donc, comédienne... Oui, j'avais envie de chanter, j'avais envie de danser, j'avais envie de... C'était une artiste. Voilà, il y avait quelque chose dans ce goût-là. D'ailleurs, j'avais fait quand j'étais en 3e, j'ai fait le truc d'orientation. Ouais. Et parce que je me suis dit, ils vont trouver autre chose. Et ben non, ils ont dit un métier artistique. Bon, après, tu étais un peu prédisposée. Oui, c'est ça. Mais je pensais qu'on allait peut-être m'aider à trouver un métier plus sérieux. La comédie, justement, pour toi, ça arrive comment dans ta vie? Ça arrive, je suis née avec, parce que ma maman est comédienne. Michel Bernier. Voilà. J'étais dans son ventre sur scène. Mais non. Ouais. Ah ouais, c'est énorme. Donc ça fait partie de ma vie depuis toujours. Et puis, du coup, ça m'a toujours mis des paillettes dans les yeux, d'accompagner ma mère sur des plateaux de tournage ou de télé ou au spectacle. Elle t'a encouragée dans cette voie-là? Elle m'a pas découragée, en tout cas. Elle t'a mise en garde? Ouais, c'est ça. C'était quoi les conseils, justement? Les conseils, c'est travail. C'est travail, fais ce qu'il faut pour être bien dans ton art et nous, on sera là pour assurer. C'est la chance que j'ai eue, c'est d'avoir le temps. Parce que j'avais mes parents pour assurer mes arrières. Donc, j'ai eu le temps de rater, de recommencer et de faire les bonnes rencontres. T'as eu des échecs? Bien sûr, on a des échecs, toujours. Toujours, les castings qui ne marchent pas, les spectacles qui ne marchent pas, évidemment. Mais d'avoir le temps que ça se passe bien un jour. Et comment dans ta tête, à ce moment-là, quand tu es jeune, que tu te lances dans cette direction et qu'il y a un échec, comment tu te dis c'est quand même la voie dans laquelle je dois aller? Comment on est sûr? Parce que personne ne réussit du premier coup. C'est normal d'échouer, de tomber un peu. Donc je suis pas... un échec, c'est pas un adieu. C'est juste, voilà. Cette fois-ci, c'est pas la bonne, la prochaine. T'as pris des cours? Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Pour moi, c'était hyper important. À quel âge tu commences? Je commence le théâtre, j'en ai toujours fait un peu de façon sporadique. J'ai commencé un peu au collège, après j'ai arrêté. En plus, il y a des options, même voilà. le parcours scolaire. Exactement. Dans mon lycée, il y avait une option théâtre, mais que j'ai pas prise parce qu'à ce moment-là, j'avais plus envie de ça. J'avais pris l'option jazz, donc je chantais dans le groupe de jazz du lycée. Oui, toujours de l'artistique. Ouais, toujours de l'artistique, ouais. Est-ce que tu penses que c'était une pression supplémentaire pour toi d'être la fille d'eux? Oh, il y a de ça, ouais. C'est pour ça que j'avais besoin de travailler, c'est parce que je veux pas qu'on imagine que parce que je suis une fille d'eux, je peux débarquer n'importe où sans avoir travaillé. Non, au contraire, il fallait que je travaille, que je prouve que je sais travailler et qu'on me compare le moins possible après. Est-ce que tu penses aussi que, moi je me dis, je me mets à ta place enfant, c'était pas quelque chose aussi qu'on devait y avoir de la jalousie quand t'es petit, de la part des autres enfants? Est-ce que c'est pas quelque chose qui était compliqué à gérer? Même si on voit que t'as un fort tempérament et que tu te laissais pas faire, ça devait forcément être un élément qui te différenciait des autres. Ah oui, c'était... De toute façon, en général, les attaques, entre guillemets, attaques, c'est un gros mot, mais c'est mon physique ou mes parents. Donc, et on disait quoi sur tes parents? Tu te la pètes parce que t'es une fille d'eux. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est que tu te la pètes de quoi, en fait? De rien. Et d'ailleurs, je me dis, ça devait même peut-être être un traitement différent de la part des professeurs. Je sais pas. Après, je me dis peut-être qu'il y a une part de la notoriété de mes parents dans le fait qu'ils se souviennent de moi quand on se recroise. C'est genre, oui, c'est vrai, j'avais la fille d'eux dans ma classe. Et que moi, j'ai pensé que j'étais une élève incroyable. Non, c'est juste qu'on avait la fille d'eux dans la classe. Forcément que ça te met un statut à part. Il faut être sacrément armé quand même pour arriver à pas trop s'en rendre compte. Ouais, je pense. Après, mes parents, ils m'ont jamais
je sais pas, traité, mis dans cette position-là de tuer d'une classe supérieure, ou je sais pas ce qu'on peut s'imaginer en tout cas. Mais c'est les autres, quoi. Ouais, c'est on les voit autres. bien le rapport à la médiatisation, il est différent, je trouve. Ouais, il est un peu différent, ouais. Mais ça, je sais pas, je pense que je me suis fait des bons potes, que ça n'impressionnait pas. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Charlotte Gassio, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Merci Malika et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Il y a une catégorie qui est moins touchée que les autres, qui est celle des enfants qui vivent en résidence alternée. Alors, résidence alternée, de mémoire, ça quoi, une vingtaine d'années, peut-être 18 Oui, à peu près. Dans ces eaux-là. Alors, quand je dis ça, c'est-à-dire que c'est censé être une solution privilégiée, mais pas du tout obligatoire. Et en fait, ça stagne. Ça stagne, tout à fait. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé ma carrière, donc c'était il y a à peu près 20 ans, on parlait que de ça. On trouvait que c'était formidable et que c'était le modèle de la famille séparée d'avenir. En réalité, aujourd'hui, on stagne entre 11 et 12%. C'est ça. Pourquoi ? Alors, pour plein de raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur le fait que c'est la bonne solution pour les enfants. Deuxièmement, la résidence alternée, c'est une solution de riches. Parce qu'il faut 2 grands appartements, des conditions de vie équivalentes, des parents qui arrivent à communiquer au quotidien et à collaborer au quotidien pour leurs enfants. Il faut des parents... Et c'est corrélé avec 2 parents qui ont une carrière professionnelle. Ça correspond à des niveaux de vie CSP plutôt plus. Et en général, c'est des parents qui travaillent tous les 2. Et donc, il n'y en a pas un qui prend le pas au niveau de la carrière sur l'autre. Et donc, ça concerne quand même plutôt des familles citadines. Plutôt des familles de CSP+. C'est une solution de riche, je dis avec des mots ouais, c'est un peu une solution de riche. Mais quand c'est possible, ça peut être formidable. C'est vrai que ça peut être formidable. Mais c'est vraiment du cas par cas. Vous écrivez dans une très récente tribune dans le magazine Slate que malgré tout, peu semble être fait en matière de dépistage et de prévention des troubles psychologiques chez les jeunes. La question qu'on peut se poser alors, professeur, est la suivante. Est-ce que c'est possible vraiment de détecter de manière précoce les signes d'un malaise, d'une dépression éventuelle chez un jeune ? Oui, alors c'est vrai aussi chez les moins jeunes, mais chez les jeunes, c'est souvent un peu plus compliqué parce que parfois les signes de la dépression ne sont pas exactement les mêmes que ceux des adultes. On trouve par exemple de l'hypersomnie assez fréquemment chez les jeunes adolescents déprimés, alors que les adultes sont plutôt insomniaques quand ils sont déprimés. De la même façon, les adultes ont plutôt une perte d'appétit, on a parfois des réflexes de boulimie par exemple. Donc les symptômes peuvent être un peu différents et pas alerter toujours même les professionnels de santé qui ne sont pas tout à fait au courant. De façon générale, la dépression est sous-dépistée, sous-diagnostiquée. C'est-à-dire que souvent, les gens vivent avec leur dépression, ils souffrent avec leur dépression. Parfois, ils sont pénibles avec leur entourage, si je puis dire, parce qu'ils sont déprimés, ils sont tristes, ils sont négatifs. Et ça n'est pas, c'est vécu comme des troubles de caractère, mais c'est pas vécu comme des troubles de l'humeur. Or, ce sont des troubles de l'humeur, c'est des gens qui peuvent avoir tout à fait un caractère différent lorsqu'ils ne sont pas dépressifs. Et c'est pareil pour les jeunes. Et on attribue cela parfois même à un manque d'éducation ou à une crise d'adolescence. Bref, on banalise, on ne diagnostique pas. Et la conséquence, c'est qu'on ne prend pas bien en charge ces jeunes qui peuvent être déprimés. Il y a aussi toute une sorte de, pas de tabou, mais même de négation de l'existence même de la dépression. Les jeunes devraient être optimistes, tournés vers l'avenir. Ben non, les jeunes, c'est comme les adultes. Ce sont des adultes en devenir et ils souffrent aussi parfois de dépression. Mais il y a des champs d'intérêt prioritaires. Par exemple, il nous faut tant de projets ou un tel pourcentage de projets dédiés à l'environnement, tel pourcentage dédié à une autre problématique. Eh bien, non. Non. Ce qui nous intéresse toujours, ce sont les 3 critères. Et on ne décide pas a priori ce pourquoi les Françaises et les Français s'engagent. Et donc, si, à travers ce concours, c'est la réalité de l'engagement des Françaises et des Français, et que si ce projet-là remplit tous ces critères, alors ce n'est pas nous, a posteriori, Fondation La France engagée installée à Paris, qui allons donner des thématiques. Donc ça, c'est vraiment essentiel aussi, ce concours qui est là aussi pour écouter et observer au quotidien l'engagement des Français.
Macron a suggéré dans une vidéo qui était diffusée mardi 7 mai par le magazine Elle d'ouvrir un débat, c'est lui qui le dit, sur l'instauration d'un éventuel devoir de visite, je mets encore les guillemets quand c'est Emmanuel Macron qui parle, devoir de visite des pères dans les familles monoparentales. Qu'est-ce que vous... Devoir de visite. On sait que c'est très important que cette team parents existe, mais devoir... Alors, c'est un sujet compliqué et la réponse ne peut pas être simple. Aujourd'hui, il y a une mission gouvernementale sur les familles monoparentales. Dont vous faites partie d'ailleurs. Alors, je fais partie du comité consultatif. C'est une mission qui a été initiée par Gabriel Attal et qui a à sa tête Fanta Berete qui est député et Xavier Iacovelli qui est sénateur. Et donc, on travaille à des solutions. En fait, il n'y a pas de quick fix sur ces sujets-là. Ce qui est important, c'est de faire du cas par cas. C'est l'intérêt de l'enfant. Forcer un parent qui n'est pas investi dans la vie de l'enfant à prendre ses enfants qui n'a pas l'habitude, c'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Voilà. Mais en revanche, de maintenir ce lien, notamment avec les pères, et on sait que c'est le lien qui se rompt le plus facilement. Là-dessus, il y a un message important de la part de Emmanuel Macron. Travailler la responsabilité des deux parents dans la vie de l'enfant, ça c'est indispensable et on doit s'atteler à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'il faut faire si vous deviez faire quelque chose, si vous avez quelque chose à recommander, notamment au gouvernement, cher professeur, pour endiguer ces phénomènes de violence et ces troubles qui touchent les jeunes aujourd'hui? Alors merci beaucoup pour cette question. En fait, c'est assez rare que l'on pose cette question en matière de prévention comme vous le faites. Et vous avez tout à fait raison de le faire parce qu'il y a des mesures de prévention efficaces que la science a montrées comme étant efficaces pour prévenir, donc pour éviter que le cyberharcèlement existe. Et ces mesures ont été récemment compilées dans un rapport de l'UNESCO en 2019 et essaye de voir de quelle façon on peut lutter. Et je crois que vous l'avez très bien dit dans la chronique à l'instant, la première des choses, c'est déjà d'avoir une législation qui donne des limites, qui fixe des limites. Et comme ça a été très bien rappelé, il faut commencer par se dire que le digital, le numérique n'est pas un ennemi. C'est au contraire, vous l'avez dit, c'est formidable. Il y a beaucoup de choses qui peuvent aider les enfants, aider la scolarité, aider les enseignants à préparer leurs cours, à répondre à des questions. On a tout aujourd'hui à notre disposition et donc il faut pouvoir accompagner cette révolution numérique qui nous accompagne depuis plusieurs décennies maintenant vers tout ce qui est le bien et l'amélioration, je dirais, de la formation, de l'éducation, de toute l'information. Ça n'empêche pas qu'il ne faut pas être naïf et qu'il faut veiller au grain, notamment au grain du cyberharcèlement. Et une des choses qui paraît importante selon le rapport de l'UNESCO, c'est le soutien aux enseignants sur ces questions-là. C'est des approches qui visent aussi à être combinées, c'est-à-dire qui visent à une sensibilisation de l'ensemble des acteurs. Ici, ce sont les enseignants, on l'a dit, mais aussi bien sûr les enfants qui doivent être partie prenante de ces discussions et les parents. C'est-à-dire que les actions de prévention ne sont pas des actions qui sont limitées simplement aux enfants ou simplement aux enseignants. C'est des actions qui sont combinées et collectives. Et oui, il y a aujourd'hui beaucoup de preuves scientifiques qui montrent que ces approches combinées, ces actions auprès des enseignants sont tout à fait efficaces pour prévenir le harcèlement, en sachant aussi, et ça fait partie d'ailleurs de cette formation ou de ce soutien aux enseignants, qu'il faut prendre en compte le fait que les minorités, en particulier les minorités LGBT qui apparaissent dès l'adolescence, sont visées très particulièrement, et pas exclusivement, mais sont vraiment des groupes à haut risque de cyberharcèlement. L'adolescence est une période où on n'aime pas trop la différence, on n'aime pas trop les minorités, et les enfants peuvent être très cruels entre eux, les adolescents également, en particulier vis-à-vis de ces minorités. J'associerais dans ces minorités, par exemple, les enfants qui souffrent d'obésité ou parfois de handicap ou de dysfonctionnement et qui s'ajoutent à leur souffrance ce harcèlement et cette discrimination. Tout le monde a le temps de se réunir. Est-ce que vous arrivez à réunir bon nombre de lauréats chaque année justement pour fédérer ces énergies? C'est dans les tuyaux? Il faut trouver le temps. Hein. D'abord, c'est du quotidien. La France Engage, c'est une maison dans le 11e arrondissement qui est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, de manière gratuite à tous les lauréats de la France Engage, qui y trouvent la présence de l'équipe, qui y trouvent d'autres associations,
une salle de réunion, un lieu parfois aussi pour faire la fête, parce que c'est important d'avoir une dimension conviviale. Et puis, nous réunissons de manière annuelle tous les lauréats, et notamment, le 21 novembre prochain, nous réunissons symboliquement, dans l'hémicycle du Conseil économique et social, les 187 lauréats depuis... Pour les 10 ans 10 ans. Bah oui, faut fêter ça. Et qui vont, depuis plusieurs semaines, ils sont tous mobilisés collectivement pour établir le récit d'impact des 10 ans de la France Engage, et puis pour imaginer la France et l'innovation sociale dans 10 ans. Et le 21 novembre, ces lauréats présenteront le livre blanc de l'innovation sociale 2024-2034. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci encore Bernard de la Villardière d'être venu sur le Grand JT. Ça fait plaisir d'être là. Oui, ravi de vous avoir reçu. Ravi de parler aussi de Réel Média, plateforme sur laquelle on peut s'abonner. Il faut s'abonner évidemment pour suivre tous les contenus effectivement que vous proposez, contenus passionnants. Et la baseline, c'est laissez-vous surprendre par le réel. Pas mal. Pas mal, c'est tentant. Merci beaucoup à toute l'équipe. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Xavier Sanchez. Le son, c'est Thibaut Gruy-Lafont. Le maquillage, Laure Audemont. Emma Ferret et Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée et on se retrouve évidemment demain. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec